Bonjour tous et toutes. Vous êtes bienvenus pour la dernière demi-journée du colloque Migration internationale privilégiée pour l'axe Action publique et migration privilégiée et notre session intitulée Politique de l'exil. En modération, je suis Eran Akun et en discussion, prof Pascal Laborier. Et nous avons trois discutants, Lucie Lebret, Léo Forn et Fanny Fassanda. Et donc, là maintenant, je laisse la parole à Lucie Lebret et son article intitulé « Le privilège comme enjeu des frontières de l'exil et de l'asile, étude comparée de l'expérience migratoire de deux exilés irakiens, arabes et yézidis, EHESS ». Pour ces deux journées. Je ne sais pas si du coup mon PowerPoint... Faut que je parle plus fort ? Ok. Donc bonjour à tous. Donc je vais commencer. Ici, on est des réfugiés. C'est cette expression que j'ai entendue de façon récurrente dans les interactions que j'ai eues. Encore plus fort ? Oh là là, ok. Que j'ai eu avec des exilés dans divers terrains exploratoires qui a fait naître mon sujet de thèse. Depuis plusieurs années, j'explore les questions d'identification, de représentation et d'appartenance dans les espaces de frontières, tant géographiques que sociales, bureaucratiques et symboliques. En ce sens, je suis partie en terrain à la frontière franco-italienne à l'automne 2019 et j'ai effectué une immersion dans un collectif de jeunes militants qui s'appelle Keshania, qui vient en aide aux exilés en transit à Vintimille. Donc ici, vous voyez la ligne de la frontière avec, je ne sais pas si on voit la souris, mais ici un premier espace douanier et ici les locaux des PAF, donc les polices aux frontières. Et derrière moi, Vintimille, ici Menton. Et je passais alors mes journées dans ce qui s'appelle le breakfast, donc le petit schéma, qui est un espace monté et démonté quotidiennement par le collectif et qui vise à accueillir pour quelques heures tous les individus qui ont été contrôlés, arrêtés puis détenus dans les locaux de la PAF française pour être ensuite refoulés en Italie. Sur la route qui les ramène à Vintimille, les exilés tombent sur ce coin aménagé, donc le breakfast, ça ressemble à ça. Et ils trouvent nourriture, boissons, vêtements, conseils juridiques, des soins un peu primaires et surtout pour beaucoup un peu de réconfort et de répit. Donc voilà, ça c'est le breakfast. C'est au breakfast justement que j'ai fait la rencontre de Walid, qui est un jeune Irakien de 25 ans. Au fil de l'attente et des jours, nous avons tissé de forts liens et après divers aléas, il a décidé de s'installer dans la campagne française d'où je suis originaire et nous avons convenu que je l'accompagnerai dans sa procédure de demande d'asile en France. Un an plus tôt, en 2018, une interlocutrice privilégiée de ma recherche, Marjorie, prenait en charge l'organisation de la venue et de l'accueil d'une famille de yézidis irakiens dans cette même campagne. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Saman, neveu de cette famille, et lui déjà installé depuis 2 ans, qui s'est investi auprès de Marjorie dans divers enjeux de l'installation de la famille de son oncle. En 2020 donc, tout ce petit monde était déjà installé dans cette même campagne et les jeunes, donc à savoir Marjorie, Saman, Walid et moi-même, avons été par la force des choses et un peu les besoins de la situation amenés à former un petit groupe d'amis, ajoutant ainsi un nouveau terrain d'observation à mon étude. La méthodologie de ma recherche peut se résumer dans l'idée de l'immersion. Donc, tant l'immersion à la frontière franco-italienne que le suivi et le partage régulier du quotidien d'un demandeur d'asile en France me permettent d'approcher d'au plus près les expériences des frontières de celles et ceux qui s'y confrontent. Cette implication forte, dans les termes d'Olivier de Sardan, de la chercheuse que je suis et ma place sur mes terrains, soulève par ailleurs beaucoup de questions réflexives, éthiques et épistémologiques que j'explore dans ma recherche et dont nous pourrons parler ensuite si vous le voulez. Mais cette communication se concentre sur la question du privilège dans l'exil et dans l'asile. Donc, je vais vous livrer un peu une réflexion qui est en cours sur mon travail de thèse. L'objectif de mon intervention, c'est de présenter un cas d'étude qui me permettra de questionner la notion de privilège pour celles et ceux qui perçus et appréhendés d'abord comme des indésirables, ou en tout cas des victimes, sont exclus de sa conceptualisation et de ses enjeux.
En premier lieu donc, j'exposerai le cas de l'amitié entre Walid et Saman, deux jeunes hommes que l'origine irakienne réunit, mais que la question du privilège dans l'exil et dans l'asile oppose. Cette relation particulière me permet de mettre en lumière le fait que la question du privilège est bien présente, mais aussi pesante, dans l'appréhension politique de l'exil et de l'asile, et finalement dans la comparaison des diverses expériences des acteurs. Donc l'étude de cas que je propose ici est fondée sur des données collectées de façon majoritairement informelle, dans une démarche qualitative où j'ai multiplié les interactions sociales au cours de l'année 2020 avec Walid et Saman, dans des moments majoritairement conviviaux, mais qui donnaient parfois lieu à des débats animés où la question du privilège, sans être posée ainsi, était sous-jacente. Donc pour vous les présenter, Saman est un yézidi d'une vingtaine d'années. Il vivait dans un village de la région de Sinjar, au nord de l'Irak, qu'il a fui avec sa famille quelques heures avant l'arrivée de Daesh, qui décimera toute cette partie en août 2014. En 2015, Azad, un oncle de Saman, parvient à rejoindre la France et s'attache, depuis sa nouvelle campagne d'accueil, à faire venir au fur et à mesure les familles de ses frères. C'est ainsi que Saman arrive en avion en France avec un visa de demandeur d'asile en 2017 et est accueilli par une équipe de bénévoles locaux qui a organisé en amont l'installation de sa famille. Il obtient rapidement son statut de réfugié, les yézidis n'ayant pas l'obligation de passer un entretien à l'OFPRA et ayant la quasi-certitude, si l'appartenance yézidi est prouvée bien sûr, d'obtenir l'asile. Lorsque je rencontre en 2019, il parle très bien français et il travaille depuis quelques mois dans une usine locale. Walid, lui, a un parcours différent. Il est arabe baghdadi de confession musulmane chiite. Lorsqu'il est encore mineur, il s'engage dans l'armée irakienne et se bat contre Daesh. Après quelques années dans l'armée, il déserte pour rejoindre l'Europe et s'ensuivent alors 7 années d'exil où il ne parvient pas à être régularisé et change de pays au gré des aléas et des opportunités. Il demande l'asile dans un pays de l'Union européenne, puis après plusieurs années de procédure, la protection lui est refusée. Il reprend alors les routes de l'exil et finit par arriver à Vintimille où je le rencontre en 2019 au breakfast. Depuis, il a entamé en France une procédure de demande d'asile qui est semée d'embûches et qui ravive régulièrement en lui un sentiment d'injustice. Voilà. Donc, lorsque Walid arrive dans ma campagne, Saman est déjà installé et intégré depuis plusieurs années. Il n'apprécie d'ailleurs pas particulièrement qu'on lui rappelle son statut de réfugié, bien qu'il s'amuse parfois à se présenter comme un étranger dans certaines interactions. Lorsqu'il apprend l'arrivée d'un autre Irakien de sa génération, il est surexcité à l'idée de le rencontrer. C'est d'ailleurs lui qui insiste pour improviser une première rencontre. Walid, lui, est plutôt réticent, ne cherchant pas spécialement à se socialiser, mais Saman souhaite absolument faire la connaissance de ce Walid, qu'il considère, je cite, comme un vrai réfugié, notamment parce que lui, il a fait le voyage à pied. La rencontre se fait un soir où nous passons chez Marjorie et la conversation démarre rapidement entre les deux jeunes hommes et se fait en arabe, donc je ne comprends pas, je ne parle pas arabe. Mais je peux observer une sorte d'engouement et de curiosité de la part de Saman, là où Walid affiche amusement et bienveillance face à la démarche intrusive de son nouvel ami. Il parle de l'Irak et Walid raconte des bribes de son histoire à Saman, qui rendent ce dernier admiratif face à cette figure incarnée de l'aventurier solitaire. Au fil des mois, ces rencontres se succèdent et les deux jeunes hommes apprennent à se connaître, ils deviennent amis. Bien que leur appartenance ethnique soit différente, ils partagent tous les deux une même conception socio-culturelle du monde. Et ils font vraiment un front commun face à Marjorie et à moi-même lorsqu'ils critiquent les mœurs et la culture occidentale. Ils s'amusent amèrement de la froideur des Européens face à l'hospitalité et à la chaleur des Irakiens. Ils forment une sorte de nous moqueur face au eux que Marjorie et moi symbolisons finalement. Ils instaurent une espèce de frontière ethnique, donc sociale, dont ils définissent les caractéristiques. Et l'affirmation en fait, de l'identité partagée et la mobilisation de ressources socio-culturelles, donc de valeurs communes, sont un moyen de renverser le rapport de domination, mais surtout une stratégie pour en créer une sorte de solidarité sociale qui fortifie un nous, qui bouscule en quelque sorte les rapports d'altérité. Mais cette amitié devient aussi le lieu de multiples conflits et crispations. J'observe certaines d'entre elles, d'autres fois c'est l'un d'eux qui m'évoque une problématique. Un soir en 2020, alors que nous nous retrouvons pour nous faire un barbecue dans une maison,
Les deux Irakiens se mettent rapidement à évoquer l'Irak, notamment le Kurdistan irakien, en expliquant que le système y est différent. Walid insiste pour nous faire comprendre que cette région est safe, comme s'il n'y avait pas de guerre là-bas, que tout le monde vit en paix. Saman cherche à nuancer ses propos en expliquant que cette zone est incroyablement surveillée par les autorités et que la moindre personne qui dérange va effectivement disparaître très rapidement. Progressivement, le ton monte et la colère de Walid avec. Très rapidement, tout se mélange, l'Irak, l'exil, la France, mais l'objet du débat est constant. Les Yézidis seraient privilégiés, alors que les Arabes seraient les victimes de la guerre et des politiques migratoires discriminatoires. Donc le débat, au final, finit par se calmer et je discute rapidement avec Saman qui me dit qu'il a préféré quitter la pièce et qu'il n'est pas vindicatif ou outré, mais il semble un peu compréhensif et attristé et surtout très mal à l'aise par rapport à cette situation. Et on sent une espèce de sentiment de culpabilité par rapport à sa position un peu ambiguë qui commence à émerger. Effectivement, la comparaison effectuée par les acteurs entre leur parcours de vie fait en effet apparaître le privilège comme un enjeu de l'exil et de l'asile. Le rejet s'oppose au privilège dans la perception de Walid qui se considère comme une victime davantage légitime, d'autant plus que cette position n'est pas reconnue. Et la facilité, toute relative bien sûr, du parcours du jeune Yézidi amplifie la violence sociale et politique que Walid éprouve au quotidien. Dans les divers apartés que j'ai pu avoir avec lui, la comparaison avec Saman revenait régulièrement. Il est d'ailleurs intéressant de noter que depuis environ 1 an, leur lien est moins régulier et Walid ne me parle plus des Yézidis, il ne s'y compare plus. Mais lorsque les deux amis interagissaient davantage, Walid ressassait beaucoup les points qui divergent entre le parcours de Saman et le sien. Donc le visa, la durée de la procédure, l'entretien à l'OFPRA, etc. Mettant ainsi en exergue l'injustice du privilège yézidi. Saman, quant à lui, oscille entre une sorte de fascination à l'égard de Walid et culpabilité vis-à-vis de sa position qui devient en fait dans l'interaction avec Walid celle du privilégié, là où généralement on lui impute plutôt celle de la victime légitime dans ses interactions avec les locaux ou dans sa famille. Cette relation cristallise donc en effet les enjeux des différentes façons de faire l'expérience des frontières géographiques et bureaucratiques. Chacun des deux est victime, mais la reconnaissance pour Saman et la non-reconnaissance pour Walid de cet état de victime par le système français de l'asile produit une asymétrie qui est ravivée par cette relation, une sorte de hiérarchie au prisme du privilège. Cette asymétrie, elle émerge aussi dans des aspects sociaux qui sont affectés par la situation d'exil, notamment le travail, qui est interdit aux demandeurs d'asile en France, et donc l'argent qui vient à manquer. Cette question a été un point qui est devenu progressivement pesant sur la relation des deux jeunes hommes. Si la question de l'argent et la volonté de Saman, dès le début de leur relation, d'aider financièrement Walid, était au début une source de fortification des liens entre eux, ce qui était là encore mis en avant, c'était le fait de partager des valeurs communes, à savoir la solidarité face à l'individualisme des Français, elle est progressivement devenue une source de crispation. Des rapports de pouvoir sont venus s'entremêler dans la relation, poussant la question économique, perçue d'abord comme relevant d'une générosité bienveillante, à revêtir les enjeux d'une relation d'assistanat contraignante. La situation de demande d'asile couplée à un exil très long produit aussi pour Walid un effet d'exclusion de la vie sociale. Sans travail et sans argent, il ne peut pas être, je cite, comme les gens normaux. Donc, dans la comparaison avec Saman, cette exclusion sociale est exacerbée et les gestes généreux de Saman envers Walid produisent un rapport de domination qui vient bousculer le rapport égalitaire entre deux amis. Walid éprouve d'ailleurs le sentiment d'une frontière qui était un peu insoupçonnée, qui le sépare de Saman, celle, entre guillemets, de l'assimilation. Pour Walid, le rapport que Saman entretient avec les Français, qui est différent du sien, est le produit d'une européanisation à double sens, en quelque sorte. Non musulmans, les Yézidis seraient, selon Walid, considérés comme des Européens, et Saman serait, par son parcours, devenu comme un Européen. Cette relation personnelle à l'Europe engendre donc une déconstruction du sentiment d'appartenance qui unit les deux amis, et produit une sorte de déplacement de la frontière où Walid sanctionne Saman en l'excluant de l'identification au groupe d'appartenance à cause de son écart vis-à-vis de certains critères de valeur. La question du privilège, qui est d'abord appréhendée comme une hiérarchisation institutionnelle au mérite entre les exilés, prend une forme
d'espèce de privilège occidental où l'identité socioculturelle changeante du yézidi en exil est considérée par Walid comme le fondement de son statut de privilégié dans l'exil et dans l'asile. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine diffusion des logiques hiérarchisantes et différenciées de l'institution de l'asile et de l'exil qui se diffusent en fait dans les espaces de sociabilité des acteurs. Pour moi, cette amitié nous montre que l'étude des expériences migratoires doit questionner la notion de privilège et l'appréhender comme verticale, donc institutionnelle, mais aussi comme horizontale, donc interactionnelle et relationnelle. Je finirai donc cette communication en élargissant un peu mon propos, en exposant quelques observations de terrain qui m'ont permis d'établir que le privilège est non seulement présent mais pesant dans les espaces-temps des frontières, mais revêt diverses formes. Donc, je reviens au terrain de la frontière géographique, donc ici à savoir 26 000. La question du privilège est bien présente, mais différemment, et révèle d'autres enjeux. Le dispositif sélectif de la frontière, dont parlent Pinar Selek et Daniela Trucco, entraîne un traitement différencié des individus qui la franchissent et produit une mise en altérité qui est marquée entre les Occidentaux et les autres. Les personnes en exil se confrontent aux frontières géographiques, sont ceux qui les franchissent sans visa ou sans visa valide. Donc, si les histoires, les aspirations et les situations sont loin d'être similaires, les individus sont malgré tout catégorisés sous l'étiquette homogénéisante et stigmatisante du migrant clandestin. Cette identité sociale qui est criante à la frontière accentue l'opposition entre les Occidentaux et à la frontière, notamment les frontaliers ou les touristes désirés et les indésirables. Et se ressent largement sur mon terrain militant, donc au Breakfast, où le fait d'être français ou d'être européen en général devient une source de honte pour les militants, une honte du traitement différencié, une honte d'être privilégié, une honte du lien d'appartenance aussi entre les militants et les policiers, qui partagent au final une même nationalité. Et souvent, les militants français ont tendance à dire qu'ils sont français en s'excusant. Donc face à cette confrontation de deux paradigmes de la frontière, les exilés s'appuient sur leur conscience de ce traitement différencié pour développer des stratégies, notamment celle du déguisement, qui consiste quelquefois à passer pour un occidental pour passer la frontière. Donc généralement, il s'agit de s'européaniser et de faire sien les attributs supposés et fantasmés du privilégié occidental. Je vais bientôt finir. Si la notion de privilège est marquée à la frontière géographique par la mise en altérité racialisée des exilés face aux Occidentaux, elle ne disparaît pas dans la frontière bureaucratique que constitue la demande d'asile. Elle prend une nouvelle forme, celle de la hiérarchie au prisme du mérite. La distinction n'est plus effectuée entre qui peut ou non justifier de son identité, mais entre qui détient la bonne histoire, en quelque sorte. La conception politique qui a pris le dessus lors de la création de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, je vous renvoie aux travaux de Karen Akoka, a engendré l'établissement de critères occidentaux dans la détermination de qui mérite l'asile. Ainsi, les critères de l'asile déterminés dans cette convention deviennent des sources de persécution en quelque sorte privilégiées au regard de l'institution. Si ces critères excluent déjà tous les individus qui ont fui leur pays pour des raisons considérées comme purement économiques, elle produit aussi une division au sein de la catégorie des potentiels réfugiés politiques. Et cette question des privilégiés est omniprésente dans les discours des divers demandeurs d'asile que j'ai pu rencontrer et ou accompagner. Face à l'archétype rêvé du réfugié, forgé et imposé par les institutions de l'asile, les exilés mettent en place des stratégies identitaires qui visent à devenir en quelque sorte dominants dans une catégorie de dominés. Donc se conformer à l'image qui est attendue d'eux et ou présenter la bonne source de persécution devient alors en quelque sorte privilège. Certains choisissent alors de façonner leur propre biographie ou d'en créer une nouvelle pour correspondre aux attentes institutionnelles, au risque parfois d'incorporer les surenchères qu'ils ont été amenés à broder dans leur récit. Et je vous renvoie aux travaux d'Élise Pestre. Donc pour conclure, je ne peux bien évidemment pas exclure la question du privilège dans l'exil et dans l'asile comme étant ce qui sépare les exilés des Occidentaux.
En accompagnant Walid, je constate sans commune mesure que la séparation vécue peut-être la plus violemment dans mon ethnographie reste celle qui oppose un eux migrant dominé à un nous européen dominant car privilégié. Comparaison d'ailleurs que ma position de chercheuse française vient souvent raviver. C'est d'ailleurs parce que cette division est la plus communément marquée qu'un certain malaise me pousse inévitablement, et je l'ai vu dans d'autres communications, à utiliser des guillemets pour évoquer les catégories privilégiées des personnes en exil. Cependant, cette opposition est presque acquise pour beaucoup d'acteurs que j'ai pu rencontrer comme une espèce de fatalité. Donc la frustration et le sentiment d'injustice se jouent beaucoup dans la comparaison entre les personnes en exil et sont au fondement de nombreuses stratégies migratoires. La question du privilège est très présente dans les discours des exilés que j'ai pu rencontrer. Et c'est d'ailleurs de là qu'est né mon sujet thèse, dans l'observation d'un nous réfugié qui émerge face aux eux migrants, mais qui est pourtant largement fractionné dans les discours des exilés quand les interactions sociales entre les requérants, la comparaison entre leurs parcours, engendrent une prise de conscience des traitements différenciés dans et hors des espaces supposés des frontières. Voilà, je vous remercie. Intitulé Le capital militant comme privilège, l'asile et l'accueil des révolutionnaires syriens en France. Léo Fourne, il est un docteur en sociologie, attard à Sciences Po X et associé au Mésopolis et fellow de l'ISM. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce dont je vais parler maintenant va recouper assez largement ce qu'on vient d'entendre. Et donc, je vais vous parler du capital militant de révolutionnaires syriens et syriennes exilés en France, et donc de ce capital militant comme privilège. Alors, les Syriens et les Syriennes qui sont arrivés en Europe dans les années 2010 sont généralement associés aux images de traversées maritimes périlleuses de la Turquie vers la Grèce. Mais à rebours de ces représentations de sens commun, en France, nombreux, même la plupart, sont arrivés légalement en avion. Donc, ils ont principalement bénéficié de deux types de procédures de sélection depuis leur pays de premier exil, soit essentiellement l'obtention de visa au titre de l'asile, comme Lucille vient de le mentionner, ou alors la réinstallation en coordination avec le HCR. Et je vous propose maintenant d'analyser les parcours migratoires d'une catégorie bien spécifique parmi les Syriens et Syriennes arrivés en France, qui est celle des militants révolutionnaires ou opposantes au régime de Bachar el-Assad. Et je montrerai que leur expérience militante, ou leur identification en tant que militants et militantes, elle a favorisé leur arrivée et leur installation en France. Et donc, elle a fait de ces militants, de ces personnes, une catégorie relativement privilégiée de migrants. D'abord par rapport à d'autres exilés syriens qui sont restés dans des pays de premier exil comme le Liban, la Jordanie, la Turquie ou autres. Et ensuite, évidemment, par rapport à d'autres demandeurs d'asile ou autres migrants plus largement. Alors, il semble un peu paradoxal de qualifier des réfugiés de privilégiés. C'est un peu ce que vient de dire Lucille. Et ça me dérangeait personnellement un petit peu. Je tiens à préciser, même si c'est évident, qu'en abordant leur migration à partir de la notion de privilège, je n'entends en aucun cas remettre en question les souffrances que ces personnes ont vécues, auxquelles je me suis par ailleurs intéressé plus particulièrement dans ma thèse. Alors à partir de cet exemple, de celui de l'asile des Syriens et Syriennes en France, je vais démontrer les ambivalences de la politique d'asile française donc envers cette catégorie de demandeurs d'asile. C'est une politique qui combine à la fois un soutien sélectif aux opposants politiques et une approche qu'on pourrait qualifier de plus humanitariste, qui est fondée, celle-ci, sur le critère de vulnérabilité. Cette communication, elle est issue d'une petite partie de ma thèse donc, qui m'a amené à mener une enquête de 2015 à 2019, lors de laquelle j'ai recueilli une 50aine d'entretiens biographiques auprès de Syriens en France. J'avais également un terrain au Liban, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et je ne peux pas affirmer avoir rigoureusement étudié la politique d'asile française,
au-delà des déclarations des personnes que j'ai rencontrées, donc de ces personnes réfugiées. Mais j'ai toutefois abordé le sujet d'abord avec quelques anciens officiers de protection de l'OFPRA et ensuite avec des responsables d'associations d'aide aux exilés syriens. Alors cette présentation, elle va s'organiser en 2 temps. Dans un premier temps, je vais rapidement présenter la politique migratoire qui a été mise en œuvre depuis 2011 en France à l'égard des exilés syriens et syriennes. Et dans un second temps, je vais montrer comment ces militants et militantes sont devenus une catégorie de migrants relativement privilégiés. Alors avant 2011, il y avait déjà une certaine migration syrienne vers la France, notamment pour des motifs universitaires ou professionnels, mais aussi parfois politiques, qui se passaient la plupart du temps via l'obtention de visas et beaucoup plus rarement de façon irrégulière. Donc ces migrations, elles étaient plutôt le fait de personnes diplômées, de classe moyenne et supérieure. Alors cette distinction temporelle entre l'avant 2011 et l'après 2011, donc 2011 marquant le début du conflit en Syrie, donc cette distinction temporelle, elle pourrait contribuer à renforcer l'opposition entre des migrations supposées économiques et volontaires, donc plutôt avant 2011, et des migrations plutôt supposées politiques ou forcées. On doit bien sûr rester vigilant à l'égard de ces catégories très schématiques. On peut simplement dire qu'avant 2011, il y avait déjà des personnes syriennes qui migraient pour fuir la répression du régime et qu'après 2011, toutes les personnes qui parviennent en France n'ont pas été directement, personnellement menacées par la violence. Alors, dès le début du conflit en 2011, l'État français il s'est affirmé comme l'acteur européen qu'on peut considérer comme le plus impliqué dans le conflit en Syrie, à travers un soutien diplomatique et dans une moindre mesure matérielle qu'il a apporté aux rebelles non armés et armés, un petit peu. Alors, pourtant, et cela malgré les liens historiques entre les deux pays, donc de 1920 à 1946, la France avait un mandat de la SDN sur la Syrie. Donc malgré ces liens historiques et l'ancienneté des migrations syriennes vers la France, ce soutien diplomatique, il n'a pas été accompagné par un accueil conséquent des réfugiés. Et au total, entre 2012 et 2020, le nombre de ressortissants et ressortissantes majeurs qui ont obtenu une protection en France, il est estimé à un peu plus de 20 000 personnes, donc statut de réfugié et protection subsidiaire. Et parmi ce total, on compte environ 10 000 personnes arrivées via une réinstallation. Alors ces chiffres, ils illustrent évidemment par eux-mêmes la faiblesse de l'accueil offert par l'État français. Alors plutôt que par des procédures de réinstallation, que je ne vais pas avoir le temps de détailler malheureusement, la très grande majorité de mes interlocuteurs et interlocutrices sont arrivés en France, comme je l'ai dit, grâce à l'obtention de visas au titre de l'asile. Et contrairement à d'autres pays européens, et en particulier l'Allemagne, il semble que peu de réfugiés syriens sont arrivés en France de façon irrégulière. Un certain nombre de jeunes adultes sont toutefois arrivés en 2015-2016 par la Turquie, la Grèce et les Balkans. Ces arrivées sont par nature moins documentées que les arrivées par voie légale. On peut mentionner les membres des communautés d'hommes, donc qui sont apparentés aux Roms d'Europe de l'Est, souvent apatrides, semi-nomades, et qui ont, quant à eux, largement emprunté des routes irrégulières en passant par le Maghreb, puis l'Espagne, pour parvenir en France. Là encore, je n'aurai pas le temps de développer sur cette catégorie particulière. Alors, sur un total d'environ 6 millions de réfugiés syriens dans le monde, autour d'1 million a trouvé refuge en Europe. Donc ça représente beaucoup moins, enfin sensiblement moins que pour le petit Liban à lui tout seul. Et parmi ce million, environ 700 000 ou un peu plus en Allemagne, 180 000 en Suède et seulement 20 000 en France. Mais toutefois, pour celles et ceux qui sont parvenus en France, les procédures d'asile ont été très favorables, avec plus de 90% d'accès à une protection de 2012 à 2018. Ensuite, ça tombe à 80 environ, il me semble. Et étant donné ce taux très élevé d'admission, la sélection elle a été opérée essentiellement par le type de protection qui a été octroyée, donc soit statut de réfugié ou protection subsidiaire. Et on peut voir dans les statistiques de l'OFPRA une restriction progressive de la reconnaissance du statut de réfugié au cours de cette période. Alors, tandis qu'il s'agissait jusqu'en 2016 du statut majeur, la proportion des protections subsidiaires a considérablement augmenté par la suite.
Alors, au début, on était plutôt à 70% de statut de réfugié pour 30% de protection subsidiaire, et maintenant, c'est l'inverse. Alors, à partir de 2016, à partir de cette période, les demandeurs d'asile syriens vont faire face à une certaine suspicion de la part des officiers de l'OFPRA et voient en partie leurs priorités remises en question. Ce schéma, il est observable partout en Europe. Il est d'ailleurs bien plus fort maintenant. On pourrait citer le cas du Danemark. Et en France, il a été accentué par la construction politique et médiatique de la menace djihadiste et l'état d'urgence et tout ça. Et on a alors observé le passage d'une certaine empathie des autorités responsables de l'asile à une méfiance croissante, dont sont toutefois relativement préservés les militants politiques dont je vais vous parler maintenant. On peut se demander, un petit peu comme tu viens de l'évoquer, Lucille, si les militants politiques syriens s'apparentent à la figure d'un réfugié idéal. Alors pour revenir encore un peu en arrière, à partir de 2011, donc à partir du début du conflit, avant de gagner la France, les personnes qui ont fui la Syrie en guerre ont pour la plupart traversé par la terre une frontière syrienne pour rejoindre un pays limitrophe, Liban, Jordanie, Turquie, Irak dans une moindre mesure. Et lors des premières années du conflit, ces frontières étaient relativement ouvertes, même plutôt très ouvertes lors des premières années, mais elles se sont relativement progressivement fermées. Alors, je me suis intéressé à la façon dont l'identification comme opposant a pu faciliter ou non l'entrée dans un territoire d'un pays limitrophe. Or, on constate qu'elle représentait une contrainte pour sortir de Syrie, lorsque ces personnes devaient passer des postes frontières contrôlés par des membres du régime syrien, qui avaient des listes informatiques de personnes recherchées. Donc à ce moment-là, il fallait soit passer illégalement, soit changer de passeport, ou trouver des moyens, des subterfuges pour ne pas se faire reconnaître. Mais qu'en revanche, pour entrer dans les pays limitrophes, ça ne représentait pas du tout une contrainte, mais ni une ressource particulièrement favorable. Alors, je l'ai déjà évoqué, à l'encontre des représentations de sens commun, presque tous mes interlocuteurs et interlocutrices sont arrivés en France en avion, après avoir obtenu un visa. Ça se passait de cette façon. Alors, après des périodes plus ou moins longues, parfois de quelques jours, mais le plus souvent de quelques années, passées dans un pays d'exil proche de la Syrie, ces militants ont été orientés vers les consulats français, mais sans que cela fût nécessairement leur projet initial, même très rarement leur projet initial. Et lors des entretiens, plusieurs personnes ont d'ailleurs déclaré y être arrivées plutôt par hasard, alors qu'elles se projetaient plutôt dans d'autres pays, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada ou autres. Et elles expliquent ce désintérêt à l'égard de la France comme destination d'asile à partir d'une série d'anticipations relatives au contexte structurel, comme les difficultés d'accès à l'asile, à l'emploi, au logement, aux formations linguistiques et universitaires, etc. Mais ce désintérêt initial des exilés à l'égard de la France, il peut donc être compris comme la réaction à une politique d'asile inhospitalière, notamment si on la compare à la position politique de l'Allemagne avec les déclarations d'Angela Merkel. Alors cette arrivée relativement imprévue en France donc de demandeurs d'asile syriens, elle nous invite à tenir compte de la relative contingence des parcours migratoires qui sont orientés par une multitude de facteurs. Et derrière cette contingence apparente, j'ai cherché à identifier les acteurs et les processus qui ont mené ces personnes à demander l'asile en France. Et d'une certaine façon, ça revenait à comprendre plutôt pourquoi la France les avait choisis que pourquoi elles avaient choisi la France. Et lorsque j'ai débuté mon enquête à Paris en 2015, j'ai d'abord fait la connaissance de plusieurs jeunes hommes opposants, qui étaient arrivés en 2012. Et au fil de mes entretiens avec ces jeunes hommes, je me suis aperçu que tous s'étaient installés en France presque contre leur volonté. Et ce constat, il s'est répété à maintes reprises lors de mon enquête. Alors, ces jeunes hommes en particulier, ils avaient été invités à venir à l'été 2012 à Paris pour la conférence des Amis du peuple syrien, qui était une réunion internationale qui s'est tenue à plusieurs reprises des États qui soutenaient l'opposition syrienne, quand il y avait encore un espoir de renversement du régime, lointain maintenant. Et donc ces jeunes hommes, ils souhaitaient, à la suite de cette conférence, rentrer en Syrie,
Mais ils restèrent finalement à Paris, où ils finirent par demander l'asile lorsque leurs projets de retour se révélèrent très difficilement réalisables. Alors certains sont repartis en Turquie ou au Liban pour notamment des projets humanitaires, mais ne sont pas rentrés en Syrie. Alors cette invitation à la conférence, elle s'inscrivait dans le cadre de la politique étrangère française qui cherchait à ce moment-là des interlocuteurs privilégiés au sein de l'opposition syrienne. Et ces militants, ils étaient donc en contact avec les autorités françaises dans le cadre de leurs activités politiques. Et comme l'illustre cet exemple, si c'est l'OFPRA qui est chargé de la demande d'asile et de la sélection lors des procédures de réinstallation avec le HCR, dans le cas des visas au titre de l'asile, c'est le ministère des Affaires étrangères qui joue le rôle central. Et donc, comme je l'ai dit, cette sélection opérée par les services du ministère, elle s'inscrit dans la logique de la politique étrangère qui prévalait surtout sous le mandat de François Hollande. C'était un peu moins vrai par la suite. Donc cette politique de soutien envers les militants révolutionnaires, plus particulièrement certains militants révolutionnaires. En amont de cette administration, il y a plusieurs types d'acteurs qui ont participé au processus de sélection ou d'orientation des exilés syriens vers les services consulaires français, donc à Beyrouth, Ankara, Amman, etc. On peut mentionner d'abord le rôle d'ONG de défense des droits humains, qui constituaient des listes de personnes à aider. On peut mentionner aussi le rôle d'universitaires français ou franco-syriens qui ont également mis en relation de nombreux candidats à l'asile avec les services consulaires. Plusieurs entretiens mentionnent par exemple le cas de Beyrouth, du consulat de Beyrouth. Je l'ai vu moi-même d'ailleurs de mes yeux en y étant à plusieurs reprises. Le rôle très important également des associations qui sont dédiées à la cause syrienne en France et qui ont été fondées par des Syriens et des Syriennes arrivés en France avant 2011, plus ou moins récemment avant 2011, et qui avaient donc un rôle d'intermédiaire entre le terrain syrien et les autorités françaises. Oui, je n'ai pas mentionné le fait que très vite, les services consulaires français et même l'ambassade de France a dû quitter Damas. Très vite, au début 2012, je ne me souviens plus exactement. Et donc, il n'y a plus de lien avec le terrain syrien, à part via les militants. Bon, ça c'est plus évident. Au-delà de l'appartenance à des réseaux militants, c'est la présence de proches en France depuis plus ou moins longtemps qui a favorisé cet accès à l'asile. Alors, comme le montre Karen Akoka, la figure du réfugié idéal a sensiblement évolué au cours du XXe siècle. Et on peut estimer que les militants révolutionnaires syriens sont apparentés à un archétype rêvé du réfugié, un archétype qui n'a jamais existé dans la réalité de la demande d'asile. Ce bon réfugié, entre guillemets, il est ici détenteur de multiples ressources. Il ou elle est inséré dans des réseaux sociaux transnationaux, donc des réseaux militants. Il possède un capital symbolique qui est lié à son identification en tant que militant de la bonne société civile. Également un certain capital culturel, ça peut être un niveau de langue et autres. Alors, on peut noter que les militants laïcs sont de loin préférés à ceux qui seraient plus proches de l'islam politique. Autre caractéristique, la figure du combattant armé, elle fait particulièrement l'objet de suspicions. Or, ce critère militaire, il semble bien arbitraire, comme on atteste l'accueil qui a été reçu par plusieurs anciens membres de l'armée du régime qui ont fait défection et qui se sont vus offrir l'asile sans difficulté, voire qui ont été carrément exfiltrés de Syrie par des services secrets français pour être ramenés en France. Et ça, en contrepartie d'une potentielle coopération avec les autorités françaises, d'abord pour obtenir des informations et éventuellement en cas de changement de régime. Alors, la catégorie qui a parmi l'ensemble des opposants au régime est probablement la plus privilégiée pour l'accès à l'asile et ensuite pour leur installation en France, est celle des journalistes ou journalistes citoyens. Alors, à travers leur pratique du journalisme, qui est bien souvent née pendant la Révolution et pas avant, et qui s'est développée pendant la Révolution, professionnalisée pendant la Révolution, et ensuite, parfois lors du premier exil, notamment en Turquie. Donc à travers cette pratique du journalisme, ces personnes ont acquis une visibilité et développé un capital social très précieux, aussi bien en Syrie qu'avec des acteurs étrangers.
Alors, par ailleurs, leur défense de la liberté d'expression, elle fait l'objet en France d'une valorisation particulièrement forte. Et là, je dois mentionner le rôle de l'ONG Reporters sans frontières, qui a grandement contribué à faciliter l'accès de ces journalistes. Là encore, en les incitant à se rendre dans un consulat français pour y déposer une demande de visa et en soutenant cette demande. Ça, c'est une information que je tiens d'une personne qui avait travaillé pour Reporters sans frontières et qui s'est chargée de faire ça. Donc là encore, à partir de listes de personnes identifiées comme journalistes et donc méritant un soutien pour leur demande d'asile. On retrouve une configuration relativement similaire avec la catégorie des artistes, je ne vais pas développer, et peut-être avec celle des universitaires que nos collègues discutants analysent en ce moment même. Alors, en définitive, on peut dire que l'arrivée de ces opposants syriens en France est le résultat de la rencontre entre des politiques d'asile sélectives et des personnes qui avaient des profils correspondant aux attentes de ces politiques et qui étaient surtout insérés dans les réseaux appropriés. Et comparativement, les réfugiés qui sont arrivés via les procédures de réinstallation ou de relocalisation, donc ça c'est une forme de réinstallation mais plutôt au sein de l'Union européenne, et bien sûr, les personnes arrivées de façon irrégulière correspondent moins fréquemment à ce type de profil. Et à l'opposé de la figure du réfugié politique idéal, se trouve le cas des DOM que j'ai mentionné tout à l'heure et qui sont considérés comme des indésirables. Les DOM, c'est des personnes que vous avez pu rencontrer dans la rue, le métro à Paris, avec des pancartes « Famille syrienne, aidez-nous ». Alors, très rapidement, cette hiérarchie entre les réfugiés syriens en France, elle s'observe enfin lors de leur parcours d'installation. Alors, cette installation, elle est d'abord favorisée par la présence de proches sur le territoire français, ça de façon assez classique. Mais l'expérience militante va là aussi jouer un rôle important, car elle va favoriser le développement de réseaux qui sont potentiellement pourvoyeurs d'aide. Alors d'abord, ça forme d'abord une solidarité entre réfugiés syriens donc qui se connaissent en tant que révolutionnaires, mais aussi avec des réfugiés et des Syriens déjà installés qui sont favorables à la cause, et plus largement avec tous les soutiens, notamment français non syriens, de la révolution syrienne en France. Pratiquement, c'est-à-dire que des personnes qui ne connaissent personne en France débarquent à Paris, découvrent qu'il y a une manifestation le samedi suivant au centre-ville de Paris, se rendent à cette manifestation, font des rencontres de personnes qu'elles connaissaient finalement en Syrie ou qui les connaissaient en Syrie, parfois sous des pseudonymes militants, et on leur propose un hébergement, parfois de payer leur facture de téléphone, de les soutenir psychologiquement et bien sûr de les soutenir pour la demande d'asile. 2 minutes. Alors, de leur côté, je reviens rapidement sur les familles réinstallées. Elles bénéficient d'avantages qui sont inscrits dans le programme de réinstallation. Elles sont accueillies dès leur arrivée par une association qui est mandatée par l'État français et qui va les aider dans leurs multiples démarches administratives. On leur offre un logement, mais souvent en zone rurale et sans possibilité de choix. Et donc, en pratique, on peut dire que la catégorie qui est la plus privilégiée lors de l'installation est celle des personnes réinstallées. Donc réinstallées via le HCR. Mais à la différence des opposants, des journalistes, des artistes ou des universitaires, ce privilège, il n'est pas corrélé à la possession de ressources particulières. Au contraire, il est théoriquement fondé sur leur vulnérabilité, qui est donc le critère de sélection par le HCR. Pour conclure, l'arrivée en France des exilés syriens et syriennes et leur accès à l'asile sont déterminés par une configuration bien spécifique, qui est d'abord marquée par la politique étrangère française en faveur de l'opposition syrienne, mais aussi par la faiblesse des arrivées irrégulières de demandeurs d'asile syriens et syriennes sur le territoire français. En faisant un parallèle historique avec la période de la guerre froide, on constate à nouveau que la politique d'asile est mise au service de la politique étrangère de la France. Alors, en définitive, la France elle a donc mis en œuvre à l'égard des exilés syriens une politique d'asile ambivalente à deux faces. D'un côté, elle défend une vision très sélective de l'asile fondée sur une figure idéalisée du réfugié politique défenseur de la liberté. Et de l'autre, elle adopte une approche humanitariste en participant au programme du HCR, dont l'enjeu est de sauver des victimes vulnérables. Et dans les deux cas, il s'agit d'opérer une sélection en amont, depuis les pays de transit, afin de sanctuariser l'asile en le restreignant. Dernière phrase pour terminer, les privilèges et hiérarchies dont il a été question concernent donc avant tout l'accès à l'asile et dans une certaine mesure à l'installation, mais je n'ai pas pu développer.
Et j'ai montré que cet accès, il est favorisé pour les personnes qui sont affiliées à l'opposition syrienne. Et donc c'est bien la rencontre entre ces individus ayant certaines caractéristiques sociales et des politiques migratoires discriminantes qui créent le privilège. Et de cette façon, la politique d'asile française, elle a reconfiguré les hiérarchies sociales entre Syriens et Syriennes qui avaient déjà été fortement bouleversées par la Révolution puis la guerre. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Pascal Labourier pour la partie de discussion. Merci. Merci beaucoup, Irène. Merci beaucoup à vous trois pour vos présentations stimulantes qui sont assez différentes dans la méthodologie et la forme, mais qui ont des éléments de discussion aussi entre vos trois papiers. Vous l'avez signalé vous-même. Il me semble que, en fait, Lucile et Léo, tout d'abord, vous questionnez l'impact des politiques d'accueil de refuges migratoires sur les trajectoires des personnes elles-mêmes. Alors Lucile, depuis plutôt une observation, une insertion ethnographique de longue durée, peut-être on reviendra aussi là-dessus, et Léo plutôt sur l'aspect plus macro, voire en comparaison avec d'autres pays cités ici rapidement. Et Fanny remet ça en perspective, cette fois-ci, sur les migrations dans un plus long cours aussi, c'est-à-dire les années qui précèdent. Alors peut-être je vais reprendre quelques questions pour chacun d'entre vous et peut-être poser des questions qui vous concernent tous les trois et peut-être me permettre d'ajouter aussi quelques remarques parce que ça a aussi fait écho chez moi à d'autres recherches en cours. Alors tout d'abord, Lucile, sur le parcours de Waled et de Sanan, tu présentes... Bon, alors, bien sûr, peut-être qu'il faudra en savoir plus sur ton terrain, ton implication, et puis bon, ce qui se passe aujourd'hui avec eux. Mais dans la présentation des personnes, et en tout cas dans ton papier, ce qu'on remarque, c'est que quand même Sanan, lui, est arrivé avec sa famille en 2014, et tu dis qu'au moment de l'entretien, il a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que lui est arrivé assez jeune par un an qui était arrivé auparavant. Donc ça veut dire que lui, par exemple, il a été scolarisé en France. Et que, il me semble que Waled, dans ton terrain, tu dis que mineur, il a été engagé dans l'armée. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas été, un jeune qui a été rapidement enrôlé dans une violence. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de son niveau d'éducation, de sa famille, enfin les capacités sociales aussi à vivre une socialisation dans le milieu d'origine à partir effectivement du milieu de départ et peut-être aussi ce qui peut en être du stress post-traumatique parce qu'il a quand même été longtemps engagé dans un conflit armé. Est-ce que tu ne penses pas que là, il y a aussi peut-être, au-delà de la question de l'appartenance et de l'histoire, une forme de parcours à la fois social, psychologique, humain, extrêmement différent aussi, au-delà de la question être réfugié par réfugié en fait. Voilà, ça c'est une première question. Ça renvoie à des remarques de Fanny sur finalement la dynamique historique de l'accueil, les conditions d'arrivée des familles, parce que tu prenais le cas de l'Allemagne, Léo, par rapport à la France, sur l'accueil de la Syrie, où tu rappelles que la France a été moins généreuse que ce qu'elle a affiché. Ça, on le sait souvent, la pratique ne suit pas les mots, mais en même temps, peut-être ça serait intéressant, justement, tu citais le cas de l'Allemagne, aussi de s'intéresser à la dynamique existante auparavant, c'est-à-dire quelles ont été les familles syriennes déjà aussi implantées en Allemagne, quelles ont été les relations, c'est pourquoi on vient dans un pays et pas dans un autre, et ça ne concerne pas forcément toujours les mêmes migrants, et notamment la question de la migration, de l'emploi du travail économique et du rôle qu'a joué l'Allemagne dans ce cadre-là. Donc la première question pour toi, Lucile, c'est cette question sur la disparité finalement des propriétés, des compétences ou du capital social, pour revenir un peu à une sociologie plus classique à laquelle je n'appartiens pas, mais du coup, je reviens à ça. Et sur la partie de l'autre, pour toi, une question, ça serait... toi, effectivement, tu reviens sur ce que c'est que le bon réfugié, la manière dont on applique en fait des catégories. Donc tous les deux, vous revenez aussi aux configurations de l'asile en vous appuyant aussi sur les travaux de Karen Akoka. Et
D'une certaine manière, ici, on voit qu'il y a différents types de parcours. Tu parles des artistes, du rôle des journalistes, etc. Est-ce que ça ne renvoie pas aussi, au-delà de la question des catégories administratives et des politiques publiques, à l'impact des mobilisations à la fois professionnelles, presque corporatistes, comme les journalistes, mais on pourrait aussi parler de la question des enseignants-chercheurs et de la mobilisation, et sur le fait de la représentation, c'est-à-dire ici comment on arrive à monter une cause, comment elle réussit, parce que on voit que si on travaille, il y a Maïsam Nimmer qui est dans la salle, on travaille nous sur des cas d'universitaires syriens, on voit aussi que par exemple tous les universitaires syriens ne sont pas situés, leurs trajectoires ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a qui seraient des bons réfugiés selon ta catégorie avec une reconnaissance et d'autres pas du tout, et que parfois certains se trouvent dans un espèce d'entre-deux parce qu'il y a aussi des formes de classement, de déclassement même dans ces milieux, c'est-à-dire par exemple être, travailler dans l'informatique ou la biologie, c'est pas la même chose que être, un sociologue ou, par exemple, autrement un archéologue qui est peu diplômé mais qui a une expérience sur le terrain qui n'est pas reconvertissable dans les pays d'origine puisque c'est plus un relais technique. Donc là, il y a peut-être d'autres effets de classement et de déclassement dans ces questions de bons réfugiés. Et alors là, donc je voudrais faire le lien avec le papier aussi de Fanny qui m'a vraiment beaucoup intéressé justement sur la mise en perspective des migrations précédentes. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, parce qu'il y a le moment du conflit, mais il y a la période auparavant. C'est-à-dire que la période auparavant, souvent, on regarde l'estimation qu'on compare dans l'histoire avec d'autres régimes autoritaires, pré-autoritaires et conflits civils ou de guerre. On voit que la migration a augmenté avant et qu'il y a un accroissement très fort pendant les conflits. Mais que du coup, comment on fait le départ entre finalement, on va dire des migrations classiques type la qualification pour les universitaires à l'étranger, par exemple, donc forcément à l'international, avec être visé directement comme dissident, opposant, etc., ou catégorie de la population ethnique visée, mais aussi tout simplement parce qu'on a pu accéder à un travail, ou bien tout simplement aussi parce que par exemple, des étudiants qui se retrouvent, par exemple, je pense au cas turc sur lequel travaille Rennes, des étudiants qui aujourd'hui veulent faire un certain nombre de sujets en Turquie ont perdu les professeurs pour les encadrer. Donc, ce ne sont pas ni des opposants ni des dissidents, mais ils ne sont pas non plus dans un contexte où ils peuvent mener les recherches qu'ils souhaitent. Donc, d'une certaine manière, ils ne sont pas vraiment réfugiés, mais ils ne sont pas là non plus. Donc, ils augmentent la migration. Par exemple, moi, je travaille sur la migration uruguayenne des années pour la dictature, mais avant et après, et on voit que c'est la migration la plus forte, et on voit très bien qu'entre ceux qui sont visés directement de menaces de prison ou qui ont été emprisonnés de manière ponctuelle, qui sont visés par le plan Condor, et d'autres qui partent simplement parce qu'ils étaient déjà partis dans un pays étranger, on a une myriade de situations qui sont ni des bons réfugiés, ni des opposants, mais qui a une catégorie assez complexe en fait. Alors du coup, ça pose aussi cette question de comment est-ce qu'on arrive à recontextualiser vos cas dans une dynamique historique beaucoup plus large. Ça, c'est aussi une question. Et aussi de comprendre dans les catégories où effectivement la porte d'entrée joue un rôle aujourd'hui très fort, et c'est très différent avec les années 70, puisque la catégorie de l'asile a changé et le marché du travail dans beaucoup de domaines a changé aussi. Comment on fait le départ sur finalement des formes de ressources très distinctes entre ces différents migrants, parce qu'elles existent même s'ils rentrent dans les bonnes ou mauvaises catégories. C'est-à-dire, on peut avoir des trajectoires de migrants qui ne rentrent pas dans les bonnes catégories et qui, contrairement à Walid, ont d'autres types de ressources par une famille qui peut exister, qui peut appuyer, sur lequel s'appuyer, reprendre des études, etc. Et comme on peut rentrer comme Sanan dans la bonne catégorie, mais du coup avoir une forme de déclassement social et pas d'accès à la qualification au marché du travail. Voilà. Et comme le disait à juste titre Fanny, on a aussi de manière intéressante, par exemple dans le cas de la France et des étudiants syriens, le cas justement d'étudiants qui sont venus
avant ce qu'on a appelé, nous, la crise, entre guillemets, qui n'en est pas une, et qui, du coup, sont restés, et du coup, sont devenus dans une situation de danger, parce qu'en fait, leurs familles ont été menacées sur place s'ils ne rentraient pas après leur thèse, par exemple, ou ils devaient rembourser des sommes, etc. Donc là, on voit qu'il y a des situations assez complexe. Et de la même façon, on n'a pas du tout parlé dans ces cas du lien avec les personnes restées sur place qui se considèrent encore comme des opposants, des résistants, etc. Et dans leur relation encore avec ces groupes qui sont des migrants dits privilégiés ou des migrants dits légitimes du point de vue de l'asile. Voilà, bon, c'est assez stimulant, vos présentations, et ça ouvre plein de questions. Bon, évidemment, j'ai envie d'en savoir plus sur vos terrains et vos méthodes, mais je pense que déjà, ça fait une bonne première direction de questions. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Pascal. Et si vous voulez, on commence par Lucille pour les réponses. Et après, on va passer les questions de salle et sur le YouTube, s'il y aura. Bon, bah, merci pour ces questions. Vous me dites s'il faut que je parle plus fort ou quoi. Alors, sur les trajectoires, ouais. Sur les trajectoires, effectivement, de Saman et Walid, je pense que bien sûr, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Alors, Walid, quand il s'est engagé dans l'armée, était effectivement encore mineur, mais il avait commencé un lycée, ce qui peut être l'équivalent, je pense, d'un lycée professionnel artistique, en fait. Et il a finalement abandonné petit à petit. Il arrivait à joncher les deux, et puis au bout d'un moment, il a abandonné. Mais ce qui lui donne quand même, au final, un capital... il a un certain niveau d'éducation, et puis aussi, malgré tout, le fait d'avoir étudié l'art, et là, en l'occurrence, c'était comment on dit, le fait d'être acteur, lui donne aussi un certain privilège, je dirais, dans toute la procédure de demande d'asile aussi, qui nécessite une certaine mise en scène de soi et une certaine... voilà, enfin, on a aussi la question d'arriver à comprendre comment les juges nous perçoivent, ce dont ils ont besoin, enfin, ce qu'ils veulent voir de nous, comment ils veulent nous voir, tout ça. Le fait d'avoir été formé dans ces métiers artistiques-là lui donne aussi un certain capital qui fait que... effectivement, quand il vous fait son récit de vie, moi j'ai pu le voir par exemple quand il racontait... pour écrire son récit de vie, pour l'envoyer à l'OFPRA, on a rencontré 2 personnes d'une association qui reprenaient le récit. Et en fait, voilà, en 2 heures, il les a fait pleurer, il les a fait rire. Enfin, voilà, c'était vraiment une espèce de showman aussi qui peut marquer un peu... voilà, c'est un capital qui est assez précieux aussi pour lui dans toute la procédure. Saman n'a pas été scolarisé. Enfin, il a fait une formation rapidement, mais en fait, en étant aussi... Il est arrivé, il avait à peu près 18 ans, il fallait qu'il travaille, quoi. Donc, c'était aussi... Donc, il a travaillé en France. Mais voilà, le fait de pouvoir aussi travailler rapidement a fait que non seulement il pouvait aussi être un pilier familial, mais aussi apprendre le langage rapidement, ce qui n'est pas le cas de Walid. Je pense qu'en termes aussi, vous avez parlé de l'expérience en Irak et du stress post-traumatique. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ces 2 personnes qui, de par leur histoire, mais par contre de façon différente, ont été confrontées en fait au même bourreau, à Daesh, à peu près au même moment, et que par contre ça rentre aussi dans l'espèce de hiérarchisation qu'il peut y avoir dans leur récit. C'est vrai qu'il y en a un qui a fui Daesh et il y en a un qui a essayé de se battre contre Daesh, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce de culpabilité aussi de Saman. En fait, on a ce héros-là qui est depuis des années en exil et que personne n'accepte, qui incarne vraiment l'aventurier et en même temps la victime, qui incarne l'injustice en fait de l'Europe. Et en face, on a ce Saman qui est aussi victime, qui
dans la communauté yézidi aussi, dans cette campagne, les Irakiens, si on dit Irak dans cette campagne, les gens pensent aux yézidis parce qu'il y a du coup une grande communauté qui a été accueillie. Il est reconnu, on n'arrête pas de dire, les yézidis sont ceux qui ont vécu 70 génocides au cours de leur histoire. Et c'est quelque chose qui porte vraiment en eux. Mais voilà, dans cette relation-là, il y a quand même... il y a ça qui revient beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a, dans la question de la trajectoire, en fait, il y a aussi beaucoup la question de la façon de faire l'expérience de l'exil qui joue là. Parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui est arrivé assez vite et puis entouré de sa famille, effectivement. Et non seulement entouré de sa famille, mais il avait déjà de la famille sur place et d'autres oncles qui sont arrivés après. Et quelqu'un qui est complètement coupé de sa famille et qui, de par cette migration forcée de devoir bouger sans arrêt de pays, se retrouve finalement à avoir des difficultés vraiment dans les liens sociaux. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se joue entre les deux, hein, le fait une trop grande envie d'amour et une trop grosse peur de l'amour aussi. Mais bon, là, après, on rentre dans du plus psychologique. C'est pas du tout ma spécialité. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, après rebondir, je ne sais pas. Merci pour les questions. À propos de l'hétérogénéité des parcours, il y a effectivement, là j'ai intégré un certain nombre de personnes sous la catégorie d'opposants, cette catégorie très très vaste. Qui sont les opposants? Qui définit qui sont les opposants? C'est une question plus large que celle de l'asile et de la catégorie administrative, mais je peux l'évoquer rapidement. Être opposant en Syrie, c'est être menacé par la répression, tout simplement. On peut être enseignant, on peut être humanitaire, évidemment. Bien sûr, si on porte les armes, si on manifeste, journaliste, etc., etc. Quand on est menacé par la répression. Ensuite, il y a une forme d'auto-identification en tant qu'opposant, se reconnaître comme opposant historique pour les militants de partis politiques du temps de Hafez el-Assad, certains pendant les années 2000, et ensuite militants de la Révolution à partir de 2011. Et enfin, qui identifie les opposants? Justement, la catégorie administrative de l'asile, qui va dire, vous, en fait, vous êtes les bons opposants. Et donc, en retour, ça contribue à la définition plus largement de cette catégorie de révolutionnaires syriens. C'est ça que j'ai essayé de montrer. Et donc oui, une diversité de parcours. Dans ma thèse, là j'ai cité aucun entretien. Dans ma thèse, il y a énormément d'entretiens. On me l'a un peu reproché d'ailleurs pendant la soutenance. Énormément d'entretiens que j'ai traduits. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc avec des parcours très divers. Des journalistes, pas vraiment d'universitaires. Là encore, journalistes. Alors il y a des personnes qui ont fait du journalisme leur profession, d'autres qui ont fait un peu de journalisme en filmant avec des téléphones portables, puis en se professionnalisant pendant un temps avant de faire de l'humanitaire, éventuellement de prendre les armes, puis de quitter les armes, de refaire de l'humanitaire. Ce sont des parcours très mouvants. Donc une variété de personnes d'origine sociale, je dirais plutôt de classe moyenne, mais au sens très large. Vraiment au sens très large. Il n'y a pas de chiffres sur qui, dans l'opposition syrienne, s'est mobilisé selon tel mode d'action. On a tendance à dire que les personnes qui ont pris les armes sont plutôt des classes populaires, rurales. Et ce qui est plus évident, que les militants de cette bonne société civile, entre guillemets, donc plutôt laïque, mobilisation plus pacifiste dans des ONG, avec un langage international, de la doxa des droits de l'homme, ceux-là plutôt de classe moyenne. Où j'en étais? Donc oui, une complexité de parcours et qui ensuite est en quelque sorte un petit peu écrasé cette complexité lors de la demande d'asile qui cherche juste à reconnaître des opposants. Une dernière chose que vous avez évoquée, le lien avec les personnes qui sont restées sur place et qui se considèrent ou non comme opposants. Ça a trait donc aux conceptions un peu subjectives du privilège qu'ont pu mentionner les personnes que j'ai rencontrées. D'abord, évidemment, par rapport à celles et ceux qui sont restés, ou qui y sont restés, en gros, qui sont morts, disparus, en prison, qui sont restés pour d'autres raisons, parce que plus âgés, parce que non menacés par la répression. Ensuite, sentiment de privilège par rapport aux personnes restées dans les pays proches,
qui n'ont pas voulu ou bien souvent pas pu quitter ces pays proches, donc Liban, Turquie, Jordanie essentiellement. Et enfin, privilège par rapport aux personnes venues par la mer, ou par la terre et la mer, mais en tout cas pas en avion. Et donc, la question des liens avec les personnes restées, elle est fondée sur une forme d'absence et de culpabilité qui a pu mener un certain nombre de personnes réfugiées à se mobiliser depuis l'exil. Bon, ça, c'était le sujet de ma thèse plus précisément en l'occurrence. Donc, à se mobiliser depuis l'exil pour essayer d'atténuer en quelque sorte ce sentiment de culpabilité à l'égard des personnes qui sont restées. Merci pour les questions, je crois que je vais m'arrêter là. Partie de débat. Je ne sais pas, Pascal, tu veux ajouter quelque chose d'après les réponses? Ouais. En attendant, je veux ajouter quelques questions. Je veux bien commencer par Lucille. Vous utilisez le terme être là pour votre méthode très brièvement. C'était étonnant. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur votre accès au terrain d'après volontariat dans les associations et votre intérêt scientifique et volontariat, c'était synchronique en même temps ou l'un après l'autre? J'aimerais bien vous poser cette question. Pour Léo, est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur la rupture de 14-15 de classe moyenne au milieu populaire pour les réfugiés syriens en France par rapport à l'installation? Est-ce que vous avez vu par exemple des quartiers peuplés majoritairement par les réfugiés syriens ou des anciens réfugiés syriens? Et pour les indésirables, vous faites une distinction en catégorisant les DOM comme indésirables. Est-ce que vous avez fait des entretiens où c'est basé sur les articles ont été déjà publiés sur les enquêtes sur les DOM en France? Et pour Fanny, vous avez fait pas mal d'entretiens et je vois qu'il y a une forte intention sur anonymisation des entretiens. Et de temps en temps, vous écrivez seulement majuscule, et de temps en temps, vous écrivez date d'arrivée en pays d'accueil. Vous donnez de temps en temps des autres informations sur les personnes. Je suis curieux seulement le pourcentage des anciens et nouveaux réfugiés, ou bien vous avez des pourcentages importants pour votre échantillon, et vous faites comment votre anonymisation? Peut-être vous voulez parler sur cette question. Alors oui, sur le papier que j'ai écrit, j'avais dit que mes méthodes d'enquête peuvent se résumer au fait d'être là, et je l'ai changé à l'oral pour dire immersion parce que ça fait un peu plus pro. Mais c'est vrai que c'est bien ça pourtant. En fait, mon terrain principal, ce que j'ai évoqué ici, c'est pas réellement le sujet de l'objet de ma thèse. En fait, moi, mon premier terrain, c'est le terrain de la frontière franco-italienne. C'est pour ça que je vous ai montré ces photos. C'était un peu un pas de côté, mais c'est quand même de là un peu que tout est parti. Et en arrivant, j'ai commencé à Nice, parce que la frontière, c'est quand même un espace très large. C'est de Nice à 26 000. En arrivant à Nice, j'ai rencontré des associatifs. Et puis, au bout d'un moment, j'étais arrivée là-bas, on m'avait dit « Non, mais tu verras, de toute façon, à 26 000, en termes de migration, il ne se passe plus grand-chose. » Donc, j'y allais un peu pour me faire la main, en quelque sorte, en me disant « Bon, après, de toute façon, j'irai à Calais. » Et puis, en fait, dans les différentes réunions, dans les entretiens, il y a le nom de ce collectif, la Keshania, qui est revenu souvent comme étant en fait les acteurs de la frontière. Donc, je me suis dit, je vais y aller 1 ou 2 semaines, on va voir ce qui s'y passe. Et finalement, j'y suis restée 3 mois. Et 26 000 est devenu, au final, mon terrain principal. Je me suis dit, je ne pourrais jamais refaire ça à Calais. Enfin, ça n'a pas de sens.
Donc, j'y suis allée dans une démarche scientifique. Hein. C'était pas pour aller y faire du bénévolat. Par contre, sur une question d'accès au terrain, je trouvais qu'intégrer un collectif militant, c'était quand même le plus simple. Et en plus, effectivement, à 26 000, en fait, c'est ce coin-là, ce breakfast, c'est l'endroit où les gens se retrouvent. Ils voient, les bénévoles qui y sont voient vraiment passer toutes les personnes qui sont refoulées, donc qui ont essayé de passer, pour celles qui n'ont pas réussi, qui ont essayé de passer la frontière et qui se sont fait arrêter. Et c'est un coin en fait, où on attend de 8h à 21h les bus qui passent. Il y en a 6 dans la journée. Donc en fait, c'est un coin où on s'assoit, on parle, on mange, on attend, on laisse le temps, enfin, on laisse passer le temps, quoi. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment un endroit dans cet espace où, et on en parlait tout à l'heure, dans cet espace où tout est réellement guidé par le soupçon, la suspicion, la paranoïa. Effectuer des entretiens dans cet espace-là et un peu dans l'urgence de la frontière avec des gens qui ne veulent pas rester. Hein. Leur but, c'est pas de rester à 26 000. C'était délicat, donc je suis partie en fait vraiment des discussions en fait avec les gens que je rencontrais là-bas. Et c'est de ce moment-là où je me suis mis aussi à accompagner. J'ai pas accompagné seulement Walid, j'ai aussi accompagné un jeune mineur que j'ai rencontré à la frontière. Là, par contre, c'était effectivement du bénévolat. Et en fait, en les accompagnant dans leur procédure, je me suis dit, attends, mais il y a quelque chose en même temps qui se confronte et en même temps qui se rappelle entre la procédure de demande d'asile ou la procédure de demande de reconnaissance de minorité et la frontière géographique que j'ai pu... Donc là, voilà, pour l'instant, là, je me confronte un peu à mes données en me disant, bon, ok, j'en fais quoi? Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi qui étudie les questions un peu d'identification, je vois bien qu'aussi à la frontière, si moi je ne pourrais pas effectuer un terrain d'1 an en immersion dans ce collectif, parce que clairement à la fin j'étais prête à tout quitter et à me dire en fait je deviens militante. Enfin voilà, il fallait créer, et je l'ai fait mes 5 mois, je les ai fait en 2 fois. Parce qu'en fait, je ne peux pas y rester trop longtemps parce que justement, la frontière me happe comme elle happe beaucoup de personnes, les personnes qui y passent, quoi. Donc voilà, et je vais juste répondre peut-être du coup rapidement sur la question du bon réfugié, mauvais réfugié. Du coup, là, tu le vois, moi, j'ai pas en fait travaillé sur les migrations privilégiées. Moi, ceux avec qui j'ai le plus travaillé, c'est justement ceux qu'on écarte complètement de la conception du privilège. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la frontière... vraiment face aux autorités et même aussi face au traitement des militants et des bénévoles, hein, selon plein d'enjeux différents, mais il y a toutes les personnes qui essayent de passer la frontière, c'est des migrants clandestins. Tout le monde est vraiment rangé dans cette même catégorie, et notamment par la police. C'est les personnes qui sont contrôlées, c'est ceux qui correspondent à une association. On avait parlé en parlant d'une décision non publiée du ministère de l'Intérieur qui préconisait, je cite, d'instaurer à la frontière franco-italienne et dans les trains en provenance de celle-ci des contrôles frontaliers à l'égard des personnes d'apparence migrante. C'est ça qui se passe à la frontière aussi, c'est qu'apparemment il y a une apparence migrante. Mais par contre, dans cet espace-là du breakfast, il y a quand même aussi... on se rend compte en fait que les aspirations, les situations en fait sont vraiment différentes dans toutes les personnes qui sont étiquetées migrants, mais voilà, dans l'espace de la frontière, tout le monde est traité de la même façon et essayait juste. Enfin, il y a vraiment aussi cette question un peu d'identification où il y a des gens en fait qui viennent juste de faire une demande de renouveler leur visa humanitaire en Italie, qui passent la frontière en pensant que comme ces 10 dernières années, ils ont pu aller voir leurs amis à Nice, je sais pas quoi. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas le réel récépissé, qu'ils ont seulement le récépissé de renouvellement, ils se font arrêter et ils passent la nuit en prison avec les autres. Et il y a vraiment une espèce de volonté de distanciation de... Moi, je suis plus un migrant, en fait. Moi, je suis installée, j'ai beaucoup de compassion envers ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi ils sont arrêtés comme ça, mais moi, c'est pas moi. J'ai rien à faire avec ces gens-là. Donc voilà, c'est plutôt ça qui se passe à la frontière. C'est qu'en face de la violence, d'être tous confondus et traités en plus d'une façon complètement déshumanisante et très violente,
il y a tout un tas en fait, d'identification et de refus d'identification qui se confrontent, et c'est ça qui est super intéressant, moi, je trouve. Rapidement, d'abord sur la question, Hélène, de la géographie de l'installation des Syriens en France. La plupart des personnes sont arrivées à Paris, ont pu rester à Paris un temps et sont souvent parties après parce que ça coûtait trop cher. Il n'y a pas vraiment de quartier, en tout cas d'installation visible en France. Les personnes réinstallées sont dispersées sur l'ensemble du territoire. Et pour le cas particulier des DOM, c'est peut-être là où justement il y a une visibilité dans l'espace public. Notamment en 2015, il y avait un camp à Saint-Ouen, près d'ici. Et personnellement, je me suis pas particulièrement intéressé à leur cas. J'ai quand même rencontré plusieurs personnes et j'en ai parlé pas mal avec un collègue, lui-même syrien, qui fait une thèse à ce sujet. À propos du capital militant et des hiérarchies au sein du groupe, je ne l'ai pas précisé, mais le groupe des révolutionnaires syriens, c'est un peu l'anti-PKK. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de hiérarchie formelle. Il n'y a pas de hiérarchie formelle, et donc les hiérarchies informelles sont liées au fait que, par exemple, la personne militante pouvait être connue avant, par exemple, comme actrice. Il y a le cas de 2 actrices syriennes qui sont installées à Paris et qui sont arrivées un peu en tant que militantes stars, on pourrait dire. Et ça m'amène à parler justement de la forme de déclassement, ou de, comment on pourrait dire ça, oui, on va appeler ça déclassement, des qualifications que peuvent subir ces militants entre le moment de leur arrivée et les années suivantes. Donc à l'arrivée, surtout si on arrive en 2011, 2012, 13, 14, on est accueilli en héros révolutionnaires. Très rapidement, on devient entre guillemets de simples réfugiés, devoir s'installer, apprendre la langue, faire la demande d'asile, etc. Et la reconnaissance dont on bénéficiait dans la société française s'essouffle très rapidement. Et avec cette reconnaissance s'essoufflent aussi les formes de solidarité. Et ça, en partie de la part des soutiens de la Révolution, qu'ils soient syriens ou français, du fait d'une fatigue militante et d'une fatigue de la solidarité, puisque le conflit se prolonge, qu'il faut aider non seulement sa famille en Syrie, ses proches dans des pays limitrophes de la Syrie, puis les nouveaux arrivés en France, ça sur le long terme. Et oui, voilà. Et le capital militant, oui, il n'est pas vraiment hiérarchisé. Alors plus on est connu, plus on va avoir de facilité. Ça va être ça un petit peu l'idée, voilà. Plus on est connu, plus on va être accueilli facilement. Et, mais ça ne dure pas. Ça dure pas. Et il y a des suicides. Les 2 actrices que je citais tout à l'heure sont mortes de maladie, mais en partie de tristesse aussi. C'est des personnes qui ont tout perdu, hein. Et si on regarde la temporalité plus précise de l'exil, j'ai constaté, c'est un peu paradoxal, que les personnes qui arrivent entre 2011 et 2014 à peu près vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre le français et à se projeter en France que les personnes qui arrivent après 2014-2015. Les premières quittent la Syrie en pensant y rentrer victorieuses. Les secondes quittent une Syrie avec Daesh, dévastée par les bombardements russes, une Syrie en ruine. Et donc avec une idée de retour très très lointaine. Et ça va avoir des effets très forts sur l'installation, la reprise des études, l'apprentissage de la langue, etc. Merci. Je vous remercie beaucoup pour vos communications et merci beaucoup Pascal pour la partie discussion. Et donc, merci à tout le monde. Et maintenant, il y a une dernière petite pause avant de notre dernière session intitulée « Politique de la sélection migratoire ». Merci beaucoup.